Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Média Investigation, un numéro qui vous emmène ce mois-ci en France, dans les coulisses de la formation des imams et aux frontières de l'État islamique. Voici le sommaire. Dans cette émission, nous irons en France pour parler de la formation des imams. Dans l'Hexagone, il y a de plus en plus de mosquées, mais toutes n'ont pas leur imam. C'est pourtant un enjeu majeur, notamment parce qu'ils sont un repère pour la jeune génération. Une génération de plus en plus exigeante qui trouve souvent refuge sur Internet. Enquête donc dans ce numéro sur la professionnalisation des imams de France. État islamique, Daesh, ISIS, plusieurs noms pour parler d'un seul groupe terroriste, d'un califat autoproclamé sur une partie de la Syrie et de l'Irak. Ce mouvement djihadiste est considéré comme le plus violent au monde. Ses membres utilisent la force et la terreur, mais aussi la ruse, pour gagner la confiance des populations sur lesquelles ils prennent le contrôle. Quelles ressources possèdent-ils? Sont-ils si puissants qu'on le pense? C'est ce que vous verrez dans ce numéro. En France, il y a de plus en plus de mosquées, mais toutes n'ont pas leur imam. Dans l'Hexagone, la loi sur la laïcité de 1905 interdit à l'État français de subventionner un culte. Sans soutien public, difficile donc d'organiser la formation des imams. Il y a pourtant de plus en plus d'exigences quant à leur cursus, leur niveau d'études et la maîtrise des langues, du français notamment. Leur formation est un enjeu majeur de l'organisation de ce culte en France. Et c'est aussi un enjeu pour les jeunes musulmans qui, faute de repères solides, risquent d'aller chercher ailleurs les réponses à leurs questions sur la religion, sur Internet par exemple. La formation des imams en France entre fantasmes et réalité. Le reportage est signé Yahya Assam. Avec ses 5 millions de musulmans en France, l'islam occupe la deuxième place après la religion catholique. Chaque vendredi, près d'1 million de musulmans prient à travers toute la France. Et voici à quoi ressemblent aujourd'hui les prêches du vendredi dans l'Hexagone. Bien sûr, on ne peut pas parler de pardon sans revenir à notre guide, à notre imam, à notre bien-aimé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre lumière. On va voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se comportait avec ses pires ennemis. Est-ce que, comme on l'accuse aujourd'hui, ou bien autrement? Parce que les Sahaba... Ici à Roissy-en-Brie, comme dans plusieurs mosquées, celle de prière de France, la khoutba se fait de plus en plus en arabe et en français. Depuis les années 60, la pratique de l'islam en France a évolué, la fonction de l'imama aussi. Ce qui a changé avant, le prêche du vendredi, c'était un prêche en arabe. Maintenant, la jeune génération, ils veulent comprendre la religion, ils ne veulent pas s'asseoir à la mosquée sans comprendre. Donc, ils exigent que le prêche soit avec une langue qu'ils comprennent. L'imam Guitoun est documentaliste de formation. Lorsqu'il est arrivé d'Algérie, ses connaissances en religion, il les avait acquises, tout seul. Après quelques prêches ici et là, il rejoint les bancs de l'Institut Al-Razali de la Grande Mosquée de Paris pour une formation d'imam. Une formation intensive qui lui a permis au bout de 4 ans d'études de s'adapter au contexte de l'islam en France. Les savants qui ont le droit de faire l'effort intellectuel. La science ne suffit pas. Ils doivent connaître la société dans laquelle ils vivent. Ils doivent connaître les problèmes de la société.
À l'occasion d'une rencontre sur la place de la religion en prison organisée au CNRS, le Centre national de recherche scientifique, nous avons pu rencontrer le sociologue Romain XVI. Il a récemment consacré un travail de recherche sur la fonction d'imam en France. Aux premiers imams ouvriers, c'est-à-dire des gens qui sont venus en France à partir des années 60-70 pour occuper des emplois non qualifiés et qui sont devenus imams par nécessité pratique, puisqu'il fallait quelqu'un pour diriger la prière, eh bien, à ce profil d'imams non formés, bénévoles, qui dirigent un culte rudimentaire, se substituent progressivement des imams qui, eux, vont officier à plein temps, qui souvent sont recrutés depuis les pays musulmans via des réseaux de pairs ou via des réseaux consulaires. Ces imams, pour la majorité formés à l'étranger, ne maîtrisent ni la langue française, ni les lois françaises. Mais depuis une quinzaine d'années, l'apparition de jeunes imams locaux francophones, nés et vivant en France, a amené les mosquées à être plus exigeantes dans leur recrutement. Donc on a des imams qui officient à plein temps, on a des imams qui sont tout de même formés dans une certaine mesure, qui sont un peu plus jeunes, et le métier se professionnalise. Progressivement, on voit apparaître se multiplier depuis les années 90, très doucement, trop doucement, les contrats de travail. De plus en plus de mosquées cherchent des profils d'imams bien précis. Des imams irréprochables sur le plan religieux, qui s'expriment en français et qui connaissent la société et les lois de la République. C'est le cas notamment dans cette mosquée d'Argenteuil, où l'association décide des recrutements et fixe les salaires. C'est un test qu'on fait quand il vient, il fait la première prière chez nous. Après on voit, on regarde s'il est dans la hauteur ou pas. Premièrement, il faut qu'il être vraiment, il récite le Coran à fond. Deuxièmement, l'imam qui fait le vendredi, il faut qu'il soit vraiment bilingue. Comme pour n'importe quel emploi, une fois franchi l'étape de la candidature, le prétendant au poste passe par une période d'essai qui varie selon les mosquées. Dans l'espoir de se faire accepter, l'imam mène certaines prières et rencontre les fidèles. Des périodes d'essai qui se terminent souvent sans embauche. On avait commencé et puis on avait surtout établi un plan de... Et t'étais parti, t'avais une urgence, t'étais parti en Algérie. Badreddine Ben Taïb est ingénieur commercial. En 2008, il lance le site trouvetamosquée.fr, un site de géolocalisation des mosquées en France. Ce projet lui a permis de sillonner plusieurs villes de l'Hexagone. Aujourd'hui, avec son ami architecte, il conseille les associations qui projettent de construire une mosquée. Pour cet ingénieur d'Orléans, la valorisation de la fonction d'imama passe d'abord par celle du lieu de culte et sa place dans la cité. Il y a environ 250 véritables mosquées, c'est-à-dire 250 véritables bâtiments qui ont été construits dans le but d'être un lieu de culte musulman. Donc déjà, la position de la mosquée en France est déjà dévalorisée que par ce chiffre. Il suffit de venir prier dans la région parisienne pour se rendre compte qu'il y a les 3/4, même plus, des lieux de culte ici sont indignes. En 20 ans, le nombre de mosquées et de salles de prière a doublé, mais le nombre d'imams ne suit pas. Chaque année, les mosquées françaises font appel à des imams étrangers pour assurer les prêches du Ramadan. En 2014, pas moins de 225 imams sont venus en renfort du Maroc, 120 d'Algérie et une trentaine de Turquie. Comment expliquer cette pénurie d'imams français ? La fonction aujourd'hui fait peur pour plusieurs raisons. D'une, la difficulté du terrain. Aujourd'hui, d'être confronté à une société, une communauté qui est de plus en plus exigeante, plus l'associatif l'association qui est elle aussi de plus en plus exigeante. Et puis il y a aussi l'aspect financier. Le métier, il est précaire. On estime aujourd'hui à 1500 imams qui officient à travers les 2300 lieux de prière en France. Mais seulement 650 d'entre eux sont salariés à plein temps. Le reste, ce sont des bénévoles qui répondent aux besoins conjoncturels des mosquées. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا إليكم مستمعين والعود أحمد ومع برنامجكم الأسبوعي الديني ركن المفتي. البرنامج يعنى بالإجابة على أسئلتكم الدينية.
Aboubakr Stabri est producteur d'une émission religieuse sur Radio Soleil. Cela fait 20 ans qu'il anime cette émission, bénévolement. Cet ancien prêcheur de la mosquée Mohamed V de Colombes revendique plus de 250 000 auditeurs. Tous les vendredis, il répond en direct aux préoccupations quotidiennes des musulmans de France. Jusqu'à maintenant, on n'a pas le nombre qu'il faut d'imams qui sont qualifiés. On rencontre beaucoup de problèmes avec certains imams qui ne connaissent pas le terrain, qui ne connaissent pas la situation. Un imam, il a besoin de longues études pour bien connaître déjà la jurisprudence, pour connaître la langue française, pour connaître aussi l'interprétation du Coran al-Karim et ainsi de suite. لنفرض أنها لم تسلم وبقيت على دينها وكنت متزوجا بها وكان الحب بينكما وماتت بل من الوفاء للحب أنك تذهب في جنازتها وتشيعها. À l'image de ce que fait ce natif de Fès, les imams sont aussi des enseignants et des conseillers. Les fidèles les sollicitent souvent lorsqu'ils craignent d'avoir transgressé la charia ou pour les aider à résoudre des conflits personnels. Mais ils jouent aussi le rôle de médiateur. Lors des émeutes de 2005 en France, certains ont participé à ramener le calme. À côté de ces différentes activités religieuses, prêche le vendredi et conférence le dimanche, l'animateur radio participe aussi à quelques initiatives d'associations de mosquées. Le constat qu'il en fait est amer, absence de compétences et un encadrement vieillissant. Vous savez, le pauvre imam en France, il est entre plusieurs feux. La plupart des imams, soit qu'ils ne sont pas déclarés, et il a peur que demain, le président de l'association s'énerve et lui dit dégage, sachant que malheureusement, et je le dis bien avec amertume, 90%, si je ne dis pas plus, des responsables des associations, ils ne sont pas à la hauteur. Ce manque provient souvent de la mauvaise entente entre l'imam et les responsables d'associations. Depuis 2003, les ministres de l'Intérieur ne cessent d'appeler à la formation des cadres religieux, imams, aumôniers et cadres associatifs, dans le respect des règles de la laïcité. Une loi qui interdit tout de même à l'État de salarier ou de financer la formation théologique. Bernard Godard est depuis 2002 au bureau central des cultes du ministère de l'Intérieur. Il est en charge du suivi de l'islam. Il a notamment participé à la conception des statuts du Conseil français du culte musulman. Il souligne ici la complexité de la situation. Le gouvernement ne peut pas s'insérer, s'introduire dans la gestion du culte en général, et en particulier celui du statut des ministres du culte. Ça, c'est une chose qui ne concerne absolument pas l'État. L'État souhaite pourtant que les imams s'adaptent au contexte français. Donc, dans une optique de former des imams qui sont français, ou du moins qui comprennent la société française, suppose qu'il y ait des instituts de formation en France. Or, la loi de 1905 ne permet pas l'enseignement de la théologie dans les écoles et les universités publiques. Depuis les années 90, la formation théologique des cadres religieux est prise en charge par des instituts privés. L'Institut Al-Razali de la Grande Mosquée de Paris a été l'un des premiers instituts privés de formation d'imams. Son directeur, le professeur Sidiki Djeloul, assume entièrement l'attachement de son institut à l'islam maghrébin. On a notre spécificité, c'est nous enseignons l'école malikite, d'accord, sur le plan de fiqh, mais nous sommes attachés à la aqida al-ash'ariyya, la doctrine ash'arite, qui est la doctrine dominante dans le Maghreb. Donc si vous allez dans une mosquée de Taza ou de Wahran ou de Bjaya, c'est la même doctrine ash'arite. L'Institut Al-Razali est structuré autour de 3 départements avec 350 étudiants chacun. Le département de l'imama assure une formation très poussée et complète. Ici, l'on enseigne près de 57 matières réparties sur 4 années d'études pour la licence et 6 pour le doctorat. Un enseignement qui tient compte du contexte français. Le Coran, il est là, le Coran, mais tout, c'est de l'interprétation. Un exemple très simple. La polygamie, elle est là dans le Coran. Imaginons qu'un imam va encourager la polygamie en France. N'est-ce pas? Il va être hors la loi. Donc on va expliquer le texte dans le contexte. On va dire, voilà ce que dit le texte, mais le contexte ne s'y prête pas.
Seulement une vingtaine d'imams sortent chaque année d'ici. Mais pour valider leur diplôme, ils doivent impérativement suivre 1 an de formation pratique dans une mosquée. Encore plus récent, l'Institut privé européen des sciences humaines de Paris. Cet institut, proche de l'Union des organisations islamiques de France, a ouvert ses portes en 2001 à Saint-Denis. En 13 ans d'existence et avec ses 1600 étudiants, l'IESH est la plus grande institution de formation de cadres religieux reconnue en France et en Europe. L'enseignement des sciences islamiques se rapproche de ce qui se fait dans les pays musulmans, avec en plus... En plus, il y a les sciences, on va dire, humaines, qui sont, on va dire, axées un peu à une formation du contexte. C'est-à-dire, il y a la sociologie, il y a la langue française, il y a le droit, il y a toute une connaissance que l'imam dont l'imam a besoin, justement pour exercer son métier d'imam. Pour les inscriptions, il faut débourser près de 1 000 € chaque année. La formation à l'imama nécessite le niveau baccalauréat et de suivre un cursus de 3 ans pour obtenir une licence, 2 ans de plus pour un master et 2 pour un doctorat. Le cursus est reconnu par le ministère de l'Enseignement, mais pas le diplôme. Malgré une fréquentation importante de cet institut, tous ici n'ont pas vocation à devenir imams. Les imams, lorsqu'ils se forment, ils sont aptes à diriger les prières, à faire des discours, à donner des conférences. Nos étudiants qui exercent actuellement dans les mosquées, on a recensé aux environs de 140 étudiants. Sur 1600 étudiants, à peine 10% exercent aujourd'hui le métier d'imam. Pourquoi? Parce que leurs raisons de suivre ces cursus sont variées. Il y a ceux qui viennent uniquement pour la maîtrise de la langue arabe, d'autres pour connaître la théologie musulmane ou tout simplement s'informer sur l'islam. C'est le cas notamment de Nawalzine, qui a été étudiante dans cet institut et qui aujourd'hui enseigne la théologie musulmane. Quand on est musulman, on fait la prière, le jeûne, on applique tout ça, mais ça n'est pas forcément, on n'a pas forcément d'explication sur cette pratique. On l'applique de manière, j'ai envie de dire, routinière, mais on a besoin de savoir, de comprendre, et on a besoin d'être cadré. Et le meilleur cadrage, c'est d'avoir des professeurs qui ont un recul, qui ont des réponses à nous amener sur notre pratique quotidienne. Exercer la fonction d'imam en France n'est pas une mince affaire. Son statut et ses missions diffèrent d'une mosquée à une autre, ce qui souvent décourage les jeunes cadres religieux à aller vers ce métier. Tanji Gora Al-Hussein en fait partie. Après avoir fait 6 ans d'études à l'IESH, il a voulu devenir imam, mais au bout de 3 ans d'exercice, il revient à l'enseignement. La fonction, elle n'est pas déterminée à la base, elle n'est pas claire. C'est ça qui fait la difficulté même du travail aussi, à mon avis. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des mosquées où, par exemple, celui qui fait les 5 prières n'est pas celui qui fait le cours du vendredi, le sermon du vendredi. Et celui qui fait le sermon du vendredi n'est pas systématiquement celui qui donne des cours le week-end, ou qui donne des conférences, ou qui donne des cours avec les enfants. Une fonction qui demande des compétences et une présence permanente à la mosquée. Par manque d'argent, les associations font appel au volontariat des fidèles, qui se relaient. Comme lui, plusieurs imams assurent bénévolement des tâches selon les besoins du jour. Avant, c'est vrai qu'on ne demandait pas des personnes diplômées, on ne demandait pas des personnes bilingues. Aujourd'hui, la réalité, elle a changé. Ça a quand même un peu évolué. Mais jusqu'à aujourd'hui, je pense, à mon avis, avec la formation que la personne fait pour être imam et les efforts qu'il fait, certes, c'est pas encore reconnu, même au niveau du salaire, ça reste très très modeste. Ils sont 650 à être salariés à plein temps dans toute la France, dont 300 embauchés par des associations de mosquées avec de modestes salaires. Quel que soit leur niveau d'instruction, ces imams sont payés au SMIG à hauteur de 1 200 € par mois. Direction Saint-Étienne et sa grande mosquée Mohamed VI. Une majestueuse bâtisse avec un minaret de 14 mètres de hauteur qui s'érige sur une surface globale de 10 000 mètres carrés. Lors des fêtes, elle peut accueillir jusqu'à 2300 fidèles. Cette propriété marocaine a été conçue par des artisans marocains et financée en grande partie par le roi du Maroc, mais aussi par les fidèles. Et à la veille de l'inauguration, il y avait le notaire qui venait de Paris et on a fait tous les biens au Hubous des affaires islamiques. Parce que cette mosquée, ça a coûté aux alentours de 7 millions d'euros et 5 millions d'euros que le Maroc a pris en charge
par rapport à Sa Majesté. C'est un geste fort pour la communauté. Pour son fonctionnement, le recteur de la mosquée accueille 2 cadres religieux assez inattendus. Il s'agit de l'imam Khalid El Asri et de sa femme Morshida Asma Sharif. بعد تخرج ديالي من الجامعة التحقت بمعهد تكوين الأئمة والمرشدات بمدينة الرباط اللي تظهر عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. بعد اجتياز المباراة ديال مركز تكوين الأئمة والمرشدات اللي كاين في الرباط التحقت بمركز التكوين وتخرجت منه بعد سنة من التكوين المكثف فيه من مختلف العلوم اللي كيحتاجها القيم الديني عامة. Ce couple religieux est fonctionnaire du ministère des Habous et perçoit un salaire de 1 700 € par mois chacun. Ils sont déclarés en France à la CAVIMAC, caisse de régime des ministres de culte, et ont un logement à leur disposition. Lors de leur recrutement, le couple a signé un contrat de 4 ans qui définit les missions et les tâches de chacun. Nous, la mission, elle a été tracée avec le ministre de Habous et des Affaires islamiques parce qu'il était déjà au Maroc fonctionnaire, un imam au Maroc. Et sa femme aussi travaillait comme Mourchida au Maroc. Ce qui fait, ça nous a facilité. Ils ont dit, voilà la convention entre le ministère et les 2 imams, et une convention entre l'association Centre socio-culturel marocain, le titre de notre association, et le ministère. En France, ils sont près de 30 imams marocains à bénéficier de ce statut. L'Algérie et la Turquie font de même, avec 150 imams détachés par pays, avec des salaires allant jusqu'à 2 200 €. Après plus de 20 ans de formation, le constat est là. Seulement 25% des 1500 imams sont de nationalité française. Des imams sans statut et sans mission claire, des imams souvent dépendants des associations de mosquées, des imams aux métiers précaires et à l'image parfois dévalorisée auprès des jeunes. Face à cette situation, le Conseil français du culte musulman semble impuissant à trouver des solutions. Son président, Dalil Boubaker, semble néanmoins privilégier 2 pistes, la reconnaissance du statut de l'imam et lui permettre de poursuivre des études complémentaires au sein de l'université publique. Nous avons donc une demande, une étude que des universités françaises enseignent la loi, le droit, les traditions, etc., pour que l'imam puisse s'adresser à des musulmans de France. Manuel Valls, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, avait chargé Francis Messner, le spécialiste en droit des religions, de réfléchir à une formation complémentaire pour des imams au sein de l'université. Ce rapport, qui devait être rendu public en juillet dernier, n'a toujours pas vu le jour. Cette formation serait l'équivalent du diplôme universitaire, le DU, de l'Institut catholique de Paris, mais intégré au sein de l'université publique. Depuis 2008, l'ICP forme des imams, des aumôniers musulmans, ainsi que des cadres associatifs. Le souhait de la République française d'avoir des formations civiles et civiques pour les cadres religieux musulmans, puisque l'islam est une religion très importante en France, mais aussi pour ceux qui viennent aux besoins d'autres religions, ainsi d'ailleurs aux besoins que pour les agents de l'État. Contrairement aux instituts Al-Razali et l'IESH, l'Institut catholique de Paris est reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ses diplômes aussi. Claire de Galambert, sociologue et spécialiste de la religion, souligne ici les difficultés d'une formation d'imam en France. Aujourd'hui encore en France, l'islam est très faiblement institutionnalisé et à cet égard, le Conseil français du culte musulman continue à être une sorte de bureaucratie qui tourne à vide. Et d'autre part, le principe de laïcité qui fait que les pouvoirs publics sont extrêmement réticents à être, si vous voulez, promoteurs d'une formation d'imams. Le directeur de l'IESH de Saint-Denis relève lui aussi cette défaillance du CFCM. Il y avait une tentative, à travers une commission spécialisée, de travailler sur le dossier de l'imama, c'est-à-dire la formation tout d'abord. Quel sera un cahier de charges possible pour ces instituts de formation? Et le deuxième volet, c'était effectivement sur le statut de l'imam.
C'est quoi sa fonction? Et bien aussi le statut juridique, administratif, tout ce qui bien sûr touche l'indemnisation, le salaire. Les travaux de cette commission n'ont jamais abouti à cause de ces dysfonctionnements internes. Or, la question de la formation des imams représente l'un des enjeux majeurs de l'organisation du culte musulman de France. Selon Ahmed Jabala, il y a une réelle volonté politique de maintenir l'islam dans cette situation. Et cette création, elle est également dans une relation. Tout le monde sait qu'il y a une volonté de laisser le dossier de l'islam lié un petit peu, même dans la mentalité française, avec l'étranger. L'islam, c'est un phénomène qui n'est pas français. Ces musulmans-là, il faut toujours les renvoyer à leurs origines. Alors que nous avons aujourd'hui des Français de confession musulmane qui sont des citoyens français. Dans le nord de la France, nous sommes allés à la rencontre du président de l'Association des imams de France, l'AIF. Ahmed Mikhtar est imam au centre islamique de Villeneuve d'Ascq, une mosquée transparente et ouverte sur l'extérieur. L'imam Mikhtar multiplie les fonctions. Aumônier, intervenant radio, peintre, à son actif plusieurs licences et diplômes en théologie et en art. Il est aussi directeur de la commission des imams du Conseil régional du culte musulman. Les questions qui font le consensus, c'est de faire en sorte que l'imam soit un imam implanté et qui enseigne à l'islam implanté. Un imam d'ici. Et même si l'imam vient d'ailleurs, il faut le préparer préalablement et le former, notamment la langue. Ce qui ne fait pas consensus au sein des instances du culte musulman, c'est le statut de l'imam et ses missions. La loi reconnaît le statut de l'imam, mais aucune instance jusqu'à aujourd'hui ne l'a mis en valeur cette loi. La loi elle reconnaît, la loi même de 1905, elle reconnaît le statut du ministre de culte, sans préciser si c'est un prêtre, ou si c'est un rabbin, ou si c'est un imam. Il y a effectivement quelques mosquées qui déclarent leurs imams à la caisse d'assurance et de retraite des ministres du culte, la CAVIMAC. Quant aux missions de l'imam, l'AIF travaille sur une charte de l'imama qui permet plusieurs clarifications. La signature d'un contrat entre l'imam d'un côté, le recteur de la mosquée et le président de l'association de l'autre, permettrait ainsi d'harmoniser le fonctionnement d'une mosquée. Retour à Paris, au bureau de l'Union des mosquées de France, l'UMF. Ici aussi, on applique le même principe. Les 550 mosquées affiliées à cette fédération font signer une convention entre l'UMF, l'association qui dirige la mosquée, et l'imam. Une convention qui précise et fixe les missions de l'imam, son salaire et ses congés. C'est déjà déplacé, leur Pas-de-Calais. Donc la construction est bien avancée. Cependant, il y a la partie classe et espace culturel qui reste finalisée. Et donc là aussi, je pense que c'est un dossier important. Est-ce qu'il demande un budget précis? Il demande une subvention. L'Union des mosquées de France travaille en collaboration avec le Royaume du Maroc pour financer des projets de construction de mosquées, leur organisation et la formation d'imams. Une stratégie de développement assez pragmatique. Nous serions de faire un projet d'échange avec la municipalité. Nous avons fait le calcul suivant, 1 million de personnes. Si on estime qu'il faut mettre, voire une personne par mètre carré, même en mettant 2 personnes par mètre carré, il nous faudrait à peu près 500 000 mètres carrés. Nous ne disposons que 250 000. Donc, je dirais, ce besoin de construction de lieux de culte, il continue. Il estime entre 60 à 70 projets de construction de mosquées chaque année. Pour accompagner ce mouvement, l'UMF met à la disposition des demandeurs son réseau de mosquées pour collecter les fonds nécessaires et l'aide du Maroc. C'est ainsi que les mosquées de Strasbourg, de Saint-Étienne, de Blois et de Mantes-la-Jolie ont vu le jour. Nous pensons que la mise en place d'un institut de formation d'imams sur le sol français présente plusieurs difficultés. D'abord financières, mais aussi ressources humaines. Parce qu'on ne peut pas mobiliser un certain nombre important d'enseignants pour une 50aine de candidats, lorsque c'est possible d'intégrer les 50 candidats dans de grosses structures, telles que celle du Maroc. Pas sélectionnés, mais ils ont choisi un certain nombre d'imams qui ont donné satisfaction.
Le roi du Maroc a déjà donné son accord pour accueillir chaque année une cinquantaine de Français qui vont être sélectionnés pour suivre une formation d'imam à Rabat. À Lille, l'Union régionale des mosquées du Nord réunit ici les imams de la région pour discuter du phénomène de radicalisation des jeunes. Une initiative de l'Union des mosquées de France qui compte mettre en place d'ici le début de l'année des conseils régionaux pour les cadres religieux. Notre rôle maintenant et notre ambition en qualité de fédération, c'est de créer dans toute la France des unions régionales qui ont pour mission justement de réunir les imams, mais aussi les aumôniers, mais aussi les cadres associatifs. Des instances de réflexion pour discuter du statut et des missions de l'imam, mais aussi du discours apporté dans les lieux de culte. Une initiative à côté de celle de l'AIF qui peuvent renforcer l'organisation du culte musulman en France. À terme, elle pourrait doter l'imama d'une représentativité nécessaire à sa reconnaissance.